Bienvenue dans Nos francophones ont du talent, votre nouvelle émission audio et vidéo de Choc FM 105.1. Une émission qui met en lumière le talent de ces nombreux francophones qui font vibrer et vibrer notre belle communauté multiculturelle. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Lamara Papitashvili. Et surtout, un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de Choc FM 105.1, une interview réalisée dans le cadre de notre nouveau projet Nos francophones ont du talent, un projet qui est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario et qui met en avant toutes ces belles personnalités de la communauté francophone qui la font briller par leur talent et leur talent aussi, et leur dévotion surtout. Comment ça va, Lamara, aujourd'hui? Très bien, merci Nathalie et merci de m'avoir invitée. Merci à Choc FM aussi. Mais écoute, c'est toujours un plaisir de t'avoir sur nos ondes. On est très contents. Puis moi, je suis très contente de te recevoir. On va pouvoir parler de ton parcours, revenir un petit peu sur ton histoire et puis savoir un petit peu qui se cache derrière la belle Lamara. Alors, avant toute chose, Lamara, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de Choc FM 105.1 et puis nous dire également d'où tu viens, où tu es née, histoire qu'on en sache plus sur toi? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Lamara Papitashvili. Je suis autrice depuis une dizaine d'années. J'ai publié 2 romans, une histoire courte et je travaille sur d'autres manuscrits en ce moment. Je suis une femme du monde. Alors, c'est difficile pour moi de dire que je viens d'un pays en particulier parce que j'ai tellement absorbé des choses de multiples pays. Mais pour parler concrètement, je suis issue d'une famille géorgienne, russe et ukrainienne à la base. Par contre, je suis née en Syrie, à Damas, et j'ai fréquenté le lycée français de Damas. Donc, c'est comme ça que je parle français. Voilà. J'ai déménagé au Canada il y a 25 ans maintenant. Et est-ce que du coup, parce que je sais que tu as vécu un peu partout dans le monde, d'où ta richesse aussi culturelle, mais est-ce que tu as un souvenir d'enfance qui te revient comme ça, un ou plusieurs, hein, on peut revenir sur plusieurs souvenirs, mais quelque chose plus jeune qui te tient à cœur, un beau souvenir? Ah oui, absolument. Donc, quand j'ai déménagé de Géorgie en Syrie, j'avais 3 ans. Et je me souviens avoir goûté une framboise quand j'étais en Syrie, parce qu'en Géorgie, il y en avait beaucoup. Et j'en avais pas mangé beaucoup pas du tout en fait, depuis mon déménagement en Syrie. Et j'ai dû avoir, je crois que j'avais 8 ans à l'époque, quand j'ai regoûté cette framboise-là que mon père m'avait envoyée de son jardin en Géorgie. Et j'avais l'impression vraiment d'avoir un peu l'expérience de Marcel Proust avec la Madeleine à 8 ans. Donc, je l'ai mise dans ma bouche et c'était une explosion de souvenirs, en fait. C'était comme j'ai été transportée, en fait, géographiquement jusqu'à son jardin et j'ai eu plein de souvenirs qui me sont revenus. Donc, je tiens ce souvenir-là très à cœur et en l'occurrence, il va sortir dans un de mes romans sur lequel je travaille en ce moment. C'est marrant comme quoi il y a des choses un goût, quelque chose. Moi, je sais que je viens de France et à chaque fois que je rentre en France, ma mère, elle me fait des plats, mais des plats qui semblaient lambda quand je les mangeais chez elle avant. Puis maintenant, ça me rappelle des souvenirs de quand j'étais petite, donc je comprends tout à fait cette histoire de framboise. C'est bon. Mais d'ailleurs, je me demandais quand tu étais petite, à quoi tu rêvais? C'était quoi ton rêve de petite fille? Parce qu'il y a des petites filles qui se rêvent maîtresse, vétérinaire. Bon, c'est un peu cliché, ces métiers-là, je veux dire, ou hôtesse de l'air. Mais il y a toujours une petite part de rêve quand on est enfant. Et je me demandais à quoi se rêvait Lamara quand elle était petite. Alors, ça va vraiment basculer dans la catégorie non féministe. Donc, quand j'étais petite, j'ai souvent rêvé. Alors, j'avais un rituel. Surtout à l'âge de 8, 9, 10 ans, je me préparais, je mettais ma plus jolie, on appelait ça robe de nuit à l'époque. Et je mettais aussi, après je la sortais avec des boucles d'oreilles. Et je me mettais au lit et j'adorais dormir. Ma sœur, par contre, elle détestait ça. Donc, je me faufilais au lit comme ça et je m'endormais en quelques secondes. Et je rêvais, parce que j'avais lu un conte, ma mère m'avait lu un conte qui m'avait beaucoup inspirée. C'était un conte rêveur. C'était à propos d'une jeune fille qui s'endormait
et qui rejoignait le monde des rêves avec un bateau pour après rencontrer son prince charmant sur une île. Bon, parce qu'à l'époque, tous les contes étaient à propos de rencontrer son prince charmant pour les femmes. Il n'y avait pas de conte vraiment d'émancipation féminine à l'époque. Et j'ai beaucoup été influencée par ça. Et donc, je me voyais. Alors, je faisais la même chose. Je m'endormais et je rêvais d'être emportée par un bateau dans ma robe de nuit avec mes boucles d'oreilles. Et j'allais vers un château, vers un bal pour rencontrer mon prince charmant. Voilà, c'était ça souvent mon rêve récurrent. Et c'est marrant, ça me fait penser à Wendy un petit peu dans Peter Pan. Tu sais, qui s'envole Oui. habillée avec sa robe de chambre, sa robe de nuit un petit peu là, et Ouais. qui s'envole plutôt vers le pays un peu magique de Peter Pan. Ça me fait penser à ça, ton Ouais. histoire. Mais tu sais, j'ai revu ce film-là parce que j'ai une fille de 5 ans et je me suis dit plus jamais. En fait, je l'ai arrêté au milieu parce que c'est vraiment plein de valeurs non féministes, en fait. Il y a tous les personnages féminins sont des rivaux, en fait. Ce sont des rivales entre elles. Et bien sûr, elles sont toutes là pour s'occuper de Peter Pan, pour obtenir son amour. Et il n'y a pas du tout cet exemple de femme forte, en fait. Voilà, donc c'est drôle parce que moi, j'ai grandi avec tous ces dessins animés, je les regardais en boucle quand j'étais jeune. Donc, c'est vraiment... mais c'est vrai que j'ai pensé à elle aussi. C'est le rêve, c'est rester jeune, c'est d'aller rencontrer c'est voler aussi parce qu'on va ailleurs, on voyage dans de nouveaux mondes. Donc, ce qui est un thème qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui aussi. Justement, j'y viens, le voyage, ça fait partie de ton histoire, mais de ta vie aussi, parce que tu as vécu et bougé dans pas mal de pays. Je me demandais justement comment tu as atterri au Canada et plus particulièrement à Toronto. Oui, donc, alors déjà, je vais vous en parler, mais pour vous dire que je vais publier un récit personnel très court aux éditions Terre d'accueil qui va sortir à la fin du mois dans un recueil qui s'intitule Autour d'elle. C'est des témoignages de femmes immigrantes, en fait, canadiennes. Mais oui, donc j'ai travaillé sur mon parcours d'immigration au Canada très récemment, donc je peux vous en donner le résumé. Alors, quand on habitait en Syrie, c'était une vie très difficile parce c'était un foyer composé uniquement de femmes, pardon. Et donc j'habitais avec ma mère, ma tante, ma grand-mère, ma cousine, ma sœur et ma nièce. J'avais un cousin aussi, mais il était souvent avec ses copains, donc c'est vrai qu'il n'était pas très souvent à la maison, et c'était souvent comme ça pour les hommes à l'époque. Aujourd'hui aussi en Syrie, donc les femmes restaient au foyer, très casanières, souvent parce qu'elles ressentaient du danger en sortant à l'extérieur, soit d'être agressées physiquement, sexuellement, et parce qu'il n'y avait pas de place en fait pour la femme dans l'espace public. Donc, on ne nous donnait pas cette place-là, on ne se sentait jamais à l'aise, donc on était restreinte à rester au foyer où on se sentait en parfaite sécurité entre femmes. Et donc, ma mère a pris la décision de changer tout ça parce qu'elle ne voyait aucun avenir pour ma sœur et moi. Donc, à 49 ans, elle a déménagé au Canada. Et c'était très difficile parce que c'était un monde complètement différent des pays dans lesquels on avait habité, très pluraliste, très, disons où les gens étaient très dépendants les uns des autres, alors qu'au Canada, c'est un pays assez individualiste, bien qu'il soit formé de beaucoup de cultures qui contribuent à une certaine forme de pluralisme aussi. Donc, elle se sentait très seule en déménageant ici. Mais bon, c'était pour le mieux parce que grâce à elle, on a eu une éducation formidable, on a appris beaucoup de choses sur la vie et sur les outils en fait des outils de développement personnel que l'on ne nous apprenait pas en Géorgie ou en Syrie. On était un peu en mode survie en tout temps à cause de l'économie, de la politique et tout ça. Alors qu'ici, vraiment, c'était une floraison de l'individu. On apprenait des choses sur soi, sur les autres, sur la manière dont le système fonctionnait au Canada, alors qu'en Syrie, c'était obscur. On ne pouvait pas te poser de questions, on ne pouvait pas...
Donc, ouais, voilà. Et grâce à elle, on a eu un avenir meilleur. Voilà. Et justement, est-ce que c'est cette ouverture un peu sur le monde et ce déménagement où tu te dis, ah, en fait, même en tant que femme, on peut réaliser plein de choses, parce que c'est vrai que les cultures dans des pays comme ça, c'est plus difficile de voir un avenir un peu différent, surtout quand on n'a pas envie de suivre le moule ou le chemin qui est tout tracé pour les femmes, c'est-à-dire avoir une famille, rester à la maison, pas forcément se sentir épanouie en tant que telle, en tant que femme. Du coup, est-ce que c'est à ce moment-là où tu t'es dit, ah, moi j'aime bien écrire et je me verrais bien auteur? Ou alors est-ce que cette passion pour la lecture, pour l'écriture, surtout, elle était déjà née un petit peu, elle avait déjà un peu germé dans ta tête un peu avant? Alors, pour répondre à ta première question, le fait de voyager, de voir que ce soit possible pour les femmes de changer de vie et de ne pas accepter un niveau de vie, disons, inférieur, c'est vraiment ma mère qui m'a beaucoup inspirée parce que c'était une femme très forte. Et donc, déjà, le fait d'avoir déménagé de Géorgie en Syrie quand j'avais 3 ans, c'était parce qu'elle n'aimait pas sa vie en Géorgie. Elle venait de se séparer de mon père. Et elle avait pris cette décision-là au lieu de rester et disons, de succomber à tout son malheur. Donc, je l'admirais déjà beaucoup pour ça. Et j'avais remarqué qu'en Syrie, elle était très différente aussi de certaines autres femmes. Je ne veux pas stéréotyper. En même temps, je n'avais pas accès à beaucoup de femmes pour faire la comparaison. Mais celles que je voyais, les mères de certaines de mes amies, j'avais remarqué que peut-être parce qu'elles n'avaient pas besoin de combattre, parce qu'elles étaient heureuses dans leur vie. Mais je voyais vraiment ce petit feu dans ma mère qui voulait autre chose, qui voulait mieux, qui voulait pas se laisser faire, disons. Et ça, elle a vraiment été mon idole jusqu'à présent pour aller vers ce qu'on recherche, vers ce qu'on veut, vers tout le temps le développement personnel constant, qu'on n'arrête pas d'apprendre sur soi et sur les autres, même jusqu'à la fin de notre vie. Et elle était très humble, ma mère aussi, quand ça venait à tout ça. Moi, ce qui m'avait intéressée quant à l'écriture, c'était le fait déjà de lire. Je trouve que pour s'intéresser à écrire, pour beaucoup d'auteurs, il faut beaucoup lire parce il y a un côté de miroir, voilà, quand on regarde les mots, quand on regarde des passages qui nous rappellent notre vie ou notre personnalité ou celle de quelqu'un qu'on connaît, on se dit, ah mais je me verrais bien, moi, écrire ce genre de texte-là. Donc, j'avais cette expérience-là, mais c'est surtout, oui, en déménageant au Canada, quand j'ai remarqué les différents culturels, j'ai commencé à écrire une liste, voilà, au Canada, c'était comme ça, en Syrie, c'était comme ça, parce que ça m'avait choqué vraiment certaines différences culturelles, et je m'étais dit, voilà, quand je serai grande, je vais en faire un livre. Après, bon, ça n'aboutit à rien, cette petite liste, mais déjà, ça avait débouché sur un intérêt, disons. Et j'avais lu, par contre, ceci dit, un roman, La vengeance de la momie, qui est pour adolescents, qui est vraiment super, génial comme roman. Je sais plus c'est de quel auteur. Et ça m'avait vraiment inspirée à lire, en fait. Et je devais avoir peut-être 7, 8 ou 9 ans, je me souviens plus. Donc, La vengeance de la momie, c'était génial comme roman. Après ça, il y avait encore dans le monde de l'Égypte, c'était le scorpion du Nil. Et c'est à propos d'une jeune fille. Et c'était la première fois que je lisais un roman avec une femme, une fille, comme héroïne qui allait ailleurs, qui sortait de ce foyer-là et qui apprenait des choses sur le monde, en dehors du foyer, à travers le voyage. Et donc, c'est une petite fille nommée Tu, je crois, THU, qui est très pauvre. Elle n'a pas du tout d'avenir dans son petit village égyptien. Et un jour, elle rencontre un voyant qui vient du pharaon.
Et en fait, c'est horrible parce que l'histoire, c'est vrai qu'elle n'est pas géniale, mais ça m'a inspirée quand même. Et c'était la seule manière pour une femme, j'imagine, dans la tête de cette autrice-là, de lui donner un avenir, de sortir de ce foyer-là, c'est qu'il était intéressé à l'emmener à la cour du roi, parce qu'elle était jolie, elle avait 12 ans, quoi. C'est horrible. Oui, c'est vrai qu'avec le recul, tu dis, c'est limite. Ouais, c'est limite. Mais moi, je voyais l'occasion de partir, tu vois. Et heureusement, aujourd'hui, on a de plus en plus d'auteurs et de cinématographes et de scénaristes qui donnent d'autres occasions, disons, professionnelles, personnelles aux femmes de sortir. Mais c'est vrai que dans mon petit coin en Syrie, c'était ce genre de livre que je lisais. Et au final, donc, elle va dans cette cour du roi, elle marie le roi, ce qui est horrible. Donc, c'est sa 3e ou 4e femme, le pharaon. Mais elle a une expérience fantastique de changement de classe. Donc, elle passe de la classe extrêmement pauvre à l'extrême riche. Et en plus, elle apprend beaucoup de choses sur elle-même et sur les autres. Donc, voilà, ça aussi, ça m'avait beaucoup intéressée. Et c'est grâce à ces livres un petit peu qui t'ont inspiré que tu t'es dit, moi aussi, j'aimerais bien écrire du coup. Oui, moi aussi, j'aimerais bien écrire et j'aimerais surtout découvrir le monde parce qu'il y a tant de richesses, tant de choses à savoir, à apprendre pour qu'on s'entende mieux déjà, les peuples, les différents peuples. Parce que quand on est souvent casé dans un coin du monde, on hérite de les stéréotypes un peu, de tous les stéréotypes et des mœurs, mais aussi, je dirais aussi parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc il y avait beaucoup de rumeurs, on parlait de choses en politique, on changeait un peu les histoires, et chacun était dans son clan. Il y avait beaucoup d'haine envers d'autres peuples. Envers l'inconnu, envers l'étranger, comme d'habitude en soi. C'est toujours quand on ne connaît pas, en fait, qu'on a justement ces clichés, ces préjugés en se disant « Ah, mais là-bas, ça se passe comme ci, ça se passe comme ça », alors que la personne n'y a jamais mis ni le nez ni les pieds et elle ne peut pas, en fait, savoir. Elle a entendu des rumeurs, comme tu dis, de choses et d'autres. C'est ça. Et la personne est tellement ancrée dans ses croyances et ses traditions, disons, que c'est vrai que c'est difficile un peu de sortir de cette boîte-là. Et je crois que grâce à la littérature, c'est comme ça que j'ai vu qu'il y avait d'autres mondes, et grâce à ma mère, bien sûr, qui était très instruite, et ma famille était très instruite aussi, ils avaient beaucoup voyagé. Donc je me suis dit, voilà, je voulais sortir de là. Il y a la découverte, c'était vraiment très enrichissant pour moi. Et ce côté politique aussi de paix, pacifisme politique aussi, ça m'intéressait beaucoup parce que je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'entendre? Parce que voilà, dans le coin du Moyen-Orient, c'est vrai qu'il y a beaucoup de conflits avec beaucoup de peuples différents et historiques aussi, donc sur la géographie, mais aussi sur la longueur de l'histoire. Et donc, j'avais cette sensation de vouloir être autodidacte et vraiment d'apprendre les choses pour moi-même et pas d'écouter les autres et de me dire, ah, donc c'est comme ça. Non, vraiment découvrir pour moi-même ce qu'était la vérité. Voilà. Et alors, du coup, après, il me semble que tu as fait des études en politique. Oui. Qu'est-ce qui a motivé ton choix pour te lancer là-dedans? Parce qu'en général, même si j'aime pas utiliser cette expression parce que c'est généraliser les gens, mais quand on se rêve et qu'on se voit plus ou moins écrire, les gens ont plutôt tendance à faire des études un peu de lettres, de langue, ou des trucs qui sont plus attraits à un parcours littéraire, entre guillemets. Toi, tu as décidé de faire de la politique. Qu'est-ce qui a motivé ton choix là-bas? Alors, le fait de ne rien comprendre à la politique en Syrie a fait que j'avais vraiment besoin de formation de base. C'est vraiment ce qu'on apprend dans le cours de civisme à l'école. On n'avait pas de cours de civisme. Civique, tout ça, on n'avait pas. Et en Syrie, on ne pouvait pas poser de questions. Quand on commençait à poser des questions qui avaient un rapport avec Hafez el-Assad, avec ses fils, avec la manière dont les choses fonctionnent, avec les pots de vin, avec pourquoi est-ce que les choses sont comme ça, puisqu'il y avait beaucoup de rassemblements aussi organisés pour en fait, c'était
une propagande organisée par l'État, où les gens, des étudiants étaient ramenés en bus, disons, pour sortir avec leur drapeau et se montrer très patriotiques. Donc, quand il y avait toutes ces choses qui se déroulaient et qu'on ne pouvait pas poser de questions, moi, j'en avais plein à la fin. Et je ne comprenais pas vraiment parce qu'il y avait politique et clientélisme et corruption et tout ça qui était mélangé et religion, bien sûr, en Syrie. Donc, j'avais besoin qu'on me les sépare et qu'on m'explique comment ça marche parce que pourquoi est-ce qu'un président peut nommer, disons, son fils ou alors que c'est pas un roi? Pourquoi est-ce que, si on se plaint d'une chose en particulier qui nous est arrivée, on peut finir en prison, quoi. Je comprenais pas ces choses-là et je voyais que dans d'autres pays, ça se passait autrement. Et ma grand-mère m'avait dit un jour, quand j'avais posé une question indiscrète sur ce plan-là. Elle a demandé à ma sœur et à moi de la rejoindre à table après le dîner. Elle m'a dit ne posez pas de questions parce que les mots fuient et s'échappent et elle a montré par la cheminée comme ça. Donc j'ai cette vision des mots qui sortent de notre bouche et qui sortent par la cheminée et qui vont rejoindre les autorités. Donc vraiment, on avait une peur de poser des questions. Alors, quand j'ai commencé à étudier la politique, j'étais très, très en arrière, derrière les autres, parce que les autres avaient une certaine base de compréhension, surtout dans les définitions des choses. Et donc, voilà, j'ai beaucoup appris, c'était très, très instructif. Et c'est vrai que c'était pas du tout ma passion, la littérature a toujours été ma passion, mais je me suis dit, comme beaucoup de gens, je vais peut-être pas faire beaucoup d'argent, ça va pas être très... j'arrive pas à trouver le mot. Lucratif. Très lucratif, très fructueux, merci. D'étudier la littérature, vaut mieux devenir diplomate, comme ça je voyagerai beaucoup, comme ça je découvrirai le monde. Donc j'avais aussi ce penchant vers la diplomatie pour aller travailler dans les ambassades. Alors que quand j'ai fait des stages dans toutes sortes d'endroits politiques, j'ai remarqué que c'était vraiment pas du tout pour moi, dans les institutions politiques. Alors, je suis retombée sur la littérature, ce qui a été un choix que je regrette pas du tout. Voilà. Alors justement, je vais faire un petit saut dans le temps. Je voulais savoir quel a été le déclic pour toi pour écrire ton premier roman, Une adolescente en exil. Parce que quand on regarde un petit peu l'histoire en diagonale, ça fait un certain écho avec ton histoire, j'ai l'impression. Et du coup, je me demandais quel a été le déclic pour toi pour déjà te lancer, parce que, faut le dire, c'est quand même quelque chose quand on se dit, bon, allez, je me lance vraiment, c'est plus une passion, j'ai envie d'en faire mon travail, j'ai envie de sortir ce truc parce que, d'une, ça va me faire du bien, je parle pour toi, ça va me faire du bien, et puis aussi parce que toutes ces idées qui bouillonnent, qui font plein de trucs dans ma tête, il faut que je les mette sur le papier et il faut que le monde lise cette histoire. Oui, donc pour moi, j'avais commencé assez tôt ce manuscrit. Je l'ai beaucoup changé, beaucoup peaufiné, beaucoup réécrit parce que c'était mon premier roman. J'avais pas de formation en littérature, en création littéraire, donc je savais pas vraiment comment procéder. Mais c'est vrai que ce qui m'a poussée à écrire ce roman, c'était le fait de ne pas vraiment pouvoir voyager parce que j'étais étudiante et j'avais vraiment cette soif de découverte du monde, de parler de ce que j'avais vécu, de parler de ce que j'avais vu, de ce dont j'avais témoigné en Syrie, en Géorgie, des histoires que je connaissais de l'Ukraine. Et j'avais vraiment envie de créer un récit, une histoire où une femme, une jeune femme, une fille, voyage et découvre ces différents culturels-là, et se développe personnellement à travers le voyage, en fait. J'avais vraiment envie de ce parcours initiatique et ce changement, voilà. Alors,
c'est pas du tout autobiographique, par contre. C'est vrai qu'il y a beaucoup écho avec les pays dans lesquels j'ai vécu ou dont je suis issue, dont ma famille est issue. Ils m'ont inspiré à écrire ce roman, mais l'histoire n'est pas du tout proche de la mienne. Certaines anecdotes, bien sûr, certains personnages m'ont inspiré à écrire ces personnages-là certaines personnes de mon vécu m'ont inspiré les personnages. Mais c'était vraiment sur le développement de soi, la découverte de soi à travers le voyage, quand on est jeune et qu'on passe à l'âge adulte, disons, qui m'intéressait. Voilà. Et justement, c'était important pour toi aussi peut-être d'écrire une histoire avec comme personnage principal une femme, et une femme justement forte, entre guillemets, une femme qui prend son avenir en main, son destin en main, et qui ne se laisse pas influencer par le choix des autres et surtout des hommes en général, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Tu as fait mouche avec ça. C'est vrai que je vois maintenant un lien avec mon parcours de lecture depuis que j'étais petite, et c'est vrai qu'il y a une ligne rouge. Ouais, parce que contrairement à ton histoire de scorpion sur le Nil avec cette fameuse tue là, dans ton histoire à toi, il n'y a personne qui a un mariage forcé avec un vieux roi tout pourri. Voilà. Si on résume un peu. Alors, en 2017, il me semble, tu as sorti une nouvelle aussi, qui s'appelle Un amour fou, qui a été sortie dans un recueil qui s'appelait Pour se raconter. Voilà. Et j'aimerais bien que tu me parles un petit peu de cette histoire, parce que c'est vrai qu'un roman et une nouvelle, c'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que déjà, tu pourrais expliquer un petit peu la différence pour les auditeurs de Choc FM 105.1 qui ne connaissent pas forcément les différents styles un petit peu d'écriture, et puis aussi ce qui t'a motivé pour écrire cette histoire? Oui, bien sûr. Alors, déjà, la différence entre la nouvelle, on appelle parfois la nouvelle une histoire courte, parce que ça vient de l'anglais short story, et le roman, c'est surtout la longueur. Voilà, donc short story, histoire courte ou nouvelle, c'est très court, c'est sur quelques pages, voire il y en a eu des plus longues jusqu'à 20 pages, mais c'est vrai que d'habitude, c'est entre 3 et 10 pages en moyenne. Joyce Carol Oates, une romancière américaine qui a beaucoup écrit de nouvelles et des recueils de nouvelles, parle de la nouvelle comme le dernier chapitre d'un roman. Donc, c'est vraiment là où tout est concentré, et ça va très vite. Donc, c'est très speed. On a tous les personnages, quasiment tous, disons, c'est très concentré sur la trame narrative et sur une direction. Et il y a une chute à la fin, d'habitude, avec une nouvelle. Voilà, on n'a pas le temps de se perdre dans les détails, dans les descriptions, dans une nouvelle, parce que c'est sur quelques pages, c'est miser plus sur l'action des personnages, sur l'avancée de l'action, alors que dans un roman, on a plus cette ampleur et on a le luxe de s'attarder sur des détails, voilà, ce qu'on n'a pas dans la nouvelle. Et le roman peut donc avoir une longueur de 80 à un infini nombre de pages. Voilà. Alors, pour ma nouvelle L'amour fou, c'était intéressant parce que la maison d'édition, les éditions David, avant qu'elle ne devienne ma maison d'édition pour le roman Adieu Staline, que j'ai rédigé plus tard, avait écrit donc lancé ce concours d'écriture qui était écrire une nouvelle d'une première fois, quelque chose qui est arrivé écrire pour se raconter, c'est une première fois. Et donc j'ai eu en fait, je déteste écrire sur l'amour, parce que l'amour, c'est un truc qui est pas très littéraire pour moi. Je sais pas pourquoi, ça ne me motive pas. J'aime bien lire des histoires, disons, de limite romance, mais pas trop. Mais c'est vrai qu'écrire la romance, c'est pas très important. Ça ne me parle pas vraiment. Mais pour la nouvelle, je me suis dit, je vais essayer d'écrire un truc un peu dérangé sur l'amour. Alors, je me suis dit, je vais écrire
une nouvelle d'une petite fille qui est obsédée par ce garçon à l'école, qui est limite un peu folle. Voilà, c'est la limite de la folie. Donc, ce genre de choses, ça m'intéresse. Quand ça passe un peu je sais pas, autre chose que l'amour, voilà. Et donc, j'ai inventé voilà, une histoire parce que je crois que comme petite fille aussi, j'étais souvent amourachée de garçons plus âgés que moi quand j'étais à l'école et en high school et tout ça, à l'école secondaire. Et donc, je me suis inspirée d'une ou deux histoires à moi, bien sûr, et j'ai augmenté le côté un peu lunatique de la femme de la fille qui devient obsédée et qui ne pense qu'à cette personne-là et qui se douche et qui s'habille et qui mange tous les jours juste pour lui, en fait. Voilà. Donc, tout devient Jonas, ce personnage-là, envers qui elle est complètement amoureuse, de qui elle est complètement amoureuse. Et c'était super amusant parce que j'avais jamais écrit ce genre d'histoire un peu folle comme ça. Mais ça a plu à beaucoup de lecteurs. Donc, voilà, je crois que quelque part, c'était un petit succès. Alors justement, avant qu'on parle de cette histoire Adieu Staline, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, c'est quoi ton schéma, ta méthodologie plutôt quand tu te mets à écrire? Est-ce que c'est c'est comme un peu tout ce qui est créatif. En général, il y a un truc qui inspire et de là, soit on prend des notes, soit on fait un plan, soit on est complètement à l'arrache, comme on dit, et on part dans tous les sens et puis on fait une grosse tambouille et à un moment donné, ça prend du sens. C'est quoi la méthodologie de l'Amara? Alors, j'aimerais vraiment dire que j'en ai une qui fonctionne à chaque fois. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et il y a eu un nombre infini d'auteurs et d'autrices qui ont essayé de capturer cette méthodologie qui, on l'espère, serait concrète et disons, qu'on pourrait répéter à chaque fois, mais ce n'est pas du tout le cas. Alors, quant à moi, personnellement, à chaque fois que j'ai écrit un nouveau projet, que j'ai écrit un nouveau roman ou nouvelle ou quoi que ce soit, j'ai eu un procédé différent. J'aurais aimé vous donner de meilleures nouvelles. Parfois, c'était à l'arrache où je commençais à rédiger ce que j'avais sur le cœur, voilà, ou ce qui m'inspirait. J'avais une scène intéressante qui me venait en tête. Je me dis, ah voilà, ça serait un bon début ou un bon milieu ou une bonne fin. Et c'est souvent des scènes, des personnages, des voix, des titres, par exemple, qui vous inspirent et qui ne vous lâchent pas. Donc, ils insistent comme ça dans le subconscient. Donc, on y pense souvent. On se dit, alors, OK, donc, il faudrait peut-être se mettre à écrire quelque chose là-dessus. Donc, j'ai fait ça pour mon premier roman. Pour mon second, ça a été complètement différent. C'était, en fait, j'ai découvert deux cassettes audio, donc les petites là, de mon grand-père qui répondait à un entretien de journaliste, en fait, une entrevue journalistique en géorgien que je ne parle pas. Donc je l'ai fait traduire par quelqu'un et quand j'ai découvert le contenu, j'ai vu qu'il racontait son histoire. Voilà, un peu comme moi qui raconte mon parcours. Et ça m'a beaucoup intéressée parce que personne n'avait vraiment son histoire en entier en tête. Donc, lui racontait une partie de son histoire dans ces cassettes-là, pas toutes, mais c'était vraiment très détaillé. Alors ça, et je savais que je voulais toujours écrire une histoire sur son parcours à lui, une histoire inspirée par la sienne, quoique Adieu Staline n'est pas du tout sa biographie. Du coup, attends, Lamara, je te coupe parce que tu sans le savoir, tu as pris un peu les devants sur une question que j'avais. Cette histoire de cassette-là, oui. C'est pas ça, parce qu'en fait, j'ai fait mes petites recherches, tu te doutes bien, pour préparer cette entrevue. Et en tombant sur la photo la couverture, en fait, de Adieu Staline sur ta page Instagram, j'ai vu qu'il y avait écrit dans la légende « Difficile de croire qu'un tour au sous-sol, 4 ans auparavant, s'est transformé en ceci ». Du coup, je me demandais si cette petite légende que tu as marquée, c'était en rapport avec cette trouvaille de cassette, justement. Oui, bravo Nathalie, tu as bien enquêté. Tu serais bonne détective. N'est-ce pas? Ouais. Oui, tout à fait. Donc, il y avait ma sœur, je crois, qui déménageait à l'époque. Je ne me souviens plus, en fait. Non, je crois qu'on était en train de ranger le sous-sol
de sa maison où ma mère avait habité. Donc, ma mère est décédée du cancer à cette époque-là. Et quand je suis descendue pour passer à travers toutes ces caisses, j'ai remarqué qu'il y avait 2 cassettes avec une inscription comme ça en lettres géorgiennes qui sont magnifiques. Il faudrait regarder. Qui ne sait pas à quoi ressemble l'alphabet géorgien, regardez sur Internet, c'est très joli. Et donc, tout de suite, ça a piqué ma curiosité. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ces cassettes? Que contiennent-elles? Et étant romancière, tout de suite, ça a piqué ma curiosité. Et je les ai jouées. Bon, j'ai entendu du géorgien, j'ai reconnu la voix de mon grand-père. Alors, tout de suite, j'ai contacté. Alors, à l'époque, j'habitais à Berlin. J'avais visité ma sœur au Canada. Quand je suis retournée à Berlin avec les 2 cassettes, j'ai contacté l'ambassade de Géorgie à Berlin pour avoir une personne, une traductrice en fait, qui puisse traduire. Et ça a pris 6 mois à peu près. Moi, je bouillonnais d'impatience pendant les 6 mois. Et au final, ça a marché. Elle m'a envoyé les notes donc dans un format Word. J'ai lu, je crois, 14 pages en 10 minutes. Et je me suis dit, voilà, c'est un petit trésor. Il faut absolument, c'est le moment d'écrire ce roman-là dont on parlait dans ma famille depuis longtemps, et je vais le faire. Voilà, je vais écrire un roman inspiré de son histoire parce qu'elle était pleine d'anecdotes, plein de choses intéressantes. Et voilà, donc ça s'est passé comme ça. Et pour revenir à ta question de la structure et de la méthodologie, donc pour ce roman-là, j'ai procédé complètement de manière différente. J'ai fait vraiment, voilà, donc c'est ce que j'ai comme information. Bon, alors il me manque ceci, il me manque cela pour scène numéro 1, scène numéro 4. Et donc c'était vraiment un travail moins créatif personnellement, mais plus créatif sur la broderie du roman. Et pour le roman, mes 2 prochains romans sur lesquels je suis en train de travailler, c'était aussi plus l'inspiration, disons. Et une fois que j'ai cet élan vers une histoire que je crée grosso modo, je reviens à des notes de méthodologie, parce que j'adore lire des témoignages d'auteurs sur leur méthodologie, voilà, pour comprendre un peu comment ça se passe dans leur tête. Et j'ai, depuis 15 ans, en fait, je fais ça, et j'ai beaucoup de notes là-dessus. Et c'est ce qui a fait que je donne des ateliers d'écriture gratuits à la Bibliothèque publique de Toronto, donc sur Yonge et Bloor, je crois, ou B et Bloor, j'ai déjà oublié, Toronto Public Library. Donc, je vais en donner en avril de nouveau. Et ça va être sur un peu ma méthodologie et la manière dont je procède avec les histoires. Voilà. Donc, j'ai eu beaucoup de feedback de participantes qui m'ont dit que voilà, elles voudraient vraiment, vraiment connaître un peu, avoir ces éléments-là, ces piliers d'écriture, de méthodologie pour pouvoir écrire leur roman à elles. Donc, je me suis dit, OK, je vais faire un truc sur ce sujet-là. Et j'ai déjà oublié le fil de mes idées. On parlait de quoi? Je suis passée à autre chose. Ça va me laisser passer à une autre question, du coup. Je me disais, quand on a envie de partir dans une carrière artistique, entre guillemets, pour moi, ça reste de l'art. La littérature, c'est quand même quelque chose du domaine du créatif. On n'est pas là à faire des petits tableaux Excel toute la journée. On met ses idées sur une feuille et après, il y a l'étape de la maison d'édition, l'étape où on se dit, est-ce qu'on va être pris? Est-ce que cette histoire que moi je trouve géniale, que j'ai pris des mois ou des semaines, ça dépend de son rythme, à écrire, est-ce qu'elle va être acceptée? Quel est ton mood, un petit peu ton état d'esprit quand tu envoies ton manuscrit à une maison d'édition? Là, pour le coup, maintenant, tu es aux éditions David avec justement Adieu Staline. Comment ça se passe? Est-ce que tu es stressé ou est-ce que tu dis, allez, c'est bon, un de plus? C'est quoi ton état d'esprit à ce moment-là? Alors, je crois que ça dépend de la phase de notre carrière en littérature. Parce qu'au début de ma carrière, j'étais très nerveuse. Donc, parce qu'il n'y avait personne qui m'avait vraiment donné de critique, disons.
et de commentaires constructifs sur mon manuscrit. Donc forcément, et je le conseille à tout le monde, de se faire relire par quelqu'un de professionnel, par quelqu'un qui s'y connaît, parce qu'on a beau vouloir écrire, on a beau avoir ces belles histoires en tête, il y a certains codes à suivre. Et donc, moi, j'ai complètement raté mes envois la première année. J'en ai envoyé plein à plein de maisons d'édition et mon manuscrit a toujours été refusé. Alors, au final, je l'ai fait corriger par une correctrice professionnelle. J'ai dû débourser des sous mais ça a vraiment aidé. Et une fois que j'ai fait ça, quand je l'ai envoyé aux éditions du Greffe à l'époque, donc Alain Baudot avait bien aimé, donc il a décidé de le publier. Alors, ça dépend. Alors, aujourd'hui, quand j'ai envoyé, par exemple, pas aujourd'hui, pardon, mais il y a déjà 2 ans, mon manuscrit Adieu Staline aux éditions David, il savait que j'avais déjà été publiée aux éditions du Greffe, il me connaissait. Donc là, tu as déjà un peu moins de stress. Et en même temps, tu es reconnue comme autrice quelque part, autrice qui a publié. Et donc, s'il y a des commentaires à faire, j'ai l'impression que la maison d'édition est plus capable de donner ce feedback, sachant que l'autrice va en faire quelque chose parce que c'est quelqu'un qui a déjà publié, etc. Je trouve que quand on commence, c'est plus difficile. Il y a des éditeurs et des éditrices qui lisent des manuscrits et qui voient que voilà, il y a beaucoup de changements à faire, disons, et cette personne n'a jamais publié, je vais laisser tomber, par exemple. Alors que si on est quelqu'un déjà qui a publié, on vous connaît, alors on se dit, ah, on va l'aider, quoi. Alors, quelque part, on est plus à l'aise comme auteur d'envoyer son manuscrit à des étapes un peu plus, disons, plus tôt que ce qu'on aurait fait étant en première une autrice sans publication. Voilà. Parce que la maison d'édition va nous suivre, va nous aider, va nous donner plus de feedback. Plus comme un accompagnement étape par étape qu'envoyer un truc qui est quasiment fini, et auquel il va falloir retravailler pas mal de trucs, en fait. Parce que aussi la maison d'édition travaille avec les auteurs pour s'assurer que les auteurs produisent aussi du travail. Donc, ils les encouragent, ils leur donnent parfois des idées. Voilà, donc il y a tout un accompagnement, oui, pas seulement sur le manuscrit, mais dans la carrière de l'auteur. Alors, tu parlais justement de ce premier manuscrit que tu as envoyé, et c'était pas top, tu n'avais pas forcément de super retour. Est-ce qu'il y a d'autres moments au cours de ta carrière d'auteur où tu t'es dit, ah, ça va être un peu plus compliqué que prévu, comme un bâton dans les roues ou une embûche, tu appelles ça un peu comme tu veux, mais à un moment donné où tu as limite un petit peu douté de la suite, en fait? Oui, absolument. Donc, c'était à ce moment-là, quand je recevais uniquement des refus. Mais moi, je suis quelqu'un qui bute. Donc, je me suis dit, alors, il y a un truc qui manque, forcément. Je suis une femme intelligente, je sais ce que je fais. On refuse mes manuscrits, donc il y a un truc qui va pas. Alors, j'ai décidé de commencer à lire voilà, tous ces livres formateurs en création littéraire. Moins littérature, voilà, plus création littéraire. Vraiment, le fait d'écrire, de créer des histoires. J'en ai lu beaucoup, vraiment. Notamment Annie Ernaux, L'écriture comme un couteau. John Truby, que justement j'ai sur mon bureau, The Anatomy of Story. Entre autres, hein, j'en ai un million vraiment. Celui de Stephen King aussi, qui est très bien. Voilà, donc j'en ai lu beaucoup. Des manuels aussi de création littéraire qu'on peut trouver en bibliothèque. Et c'est vrai qu'il ne faut pas se fier à une seule méthode. Donc, c'est pour ça que j'en ai lu énormément et j'ai pris mes notes et j'ai essayé plusieurs choses et j'ai créé ma propre méthodologie. Voilà. Alors, ça, c'est la vie d'artiste un petit peu dont on parle depuis tout à l'heure. Mais d'un point de vue personnel, tu es aussi maman depuis quelques temps maintenant. Oui. Et je me demandais si ce grand chamboulement dans ta vie n'avait pas un peu aussi changé ta façon de travailler. Parce que forcément, on se doute qu'on a des bouts à la maison, d'un point de vue calme, d'un point de vue temps, on est un peu tiraillé entre tout ça. Et je me demandais justement comment tu avais réussi à allier ta nouvelle vie de maman et ta passion et ton travail pour l'écriture de manière générale. Oui. Très bonne question.
pour beaucoup de femmes qui passent par ces hiatus-là. Je les appellerai des hiatus de littérature parce que c'est quasiment impossible d'écrire en ce moment, avec des bouts de chou de 7, 8, 9 mois, enfin de 0 à 9 mois, je dirais que c'est un peu difficile, parce qu'ils ont constamment besoin de nous. Alors, je suis maman une deuxième fois. Ma première a déjà 5 ans. Alors, ce qui m'a permis, voilà, alors elle est à la crèche, elle est à la garderie, elle est en maternelle en ce moment. Donc là, j'ai le temps, plus le temps. Mais c'est vrai qu'une fois que j'ai eu ma deuxième fille, elle a 9 mois en ce moment, j'ai dû changer ma manière d'écrire et ça a dû être pour des créneaux beaucoup plus courts, en fait. J'ai donné un atelier d'écriture à la Bibliothèque publique de Toronto en novembre sur écrire vraiment en 10 minutes par jour, et ça marche. Les participants ont vraiment compris que ça marchait, et je crois fervement que c'est possible quand on se concentre et qu'on bloque tout, en fait. Et Virginia Woolf en parlait dans Une chambre à soi. Elle parle d'avoir son propre petit coin comme femme, parce que c'est vrai que les femmes, depuis le début du temps, n'avaient pas leur propre bureau, leur propre coin pour travailler, pour se centrer sur elles-mêmes. Elles étaient donc léguées à la cuisine, au foyer en général, dans toute la maison, mais elles n'avaient pas de coin à soi, de chambre à soi. Alors que les hommes, souvent, ça dépendait de leur classe sociale, ils avaient déjà des gouvernantes, déjà quand ils étaient jeunes, après des personnes qui les aidaient à la maison, des cuisiniers, tout ça, et des femmes qui s'occupaient des enfants, de leurs femmes qui s'occupaient des enfants. Et ils avaient tout le temps au monde pour écrire, pour se mettre à leur bureau, leur repas était préparé, leur chambre était faite, leur Le maison linge était propre. Leur linge était propre. Donc, ils avaient beaucoup de temps. À quoi Qu'est-ce qu'ils vont faire d'autre? Ils ne s'occupent pas de leurs enfants de toute manière. Enfin, dans les années, je dirais, il y a longtemps. Aujourd'hui, ça change, bien sûr. Et donc, ils avaient ce temps-là pour eux. Et Virginia Woolf en parle. Elle parle d'un petit coin à soi où on peut s'asseoir et réfléchir et être créatif. Voilà. Alors, c'est ce que je fais en ce moment. J'ai mon conjoint qui me soutient énormément. Dès que j'ai besoin de quelque chose, il est là pour ça. Donc, je travaille plus le week-end pour 1 ou 2 heures, pas plus, parce que j'aime pas rater aussi ce temps familial-là. Pendant les siestes de ma fille, si moi-même je prends pas de sieste, alors avec elle, alors pour sa deuxième sieste, voilà, je mets à écrire un petit quelque chose. Et ce qui est bien, c'est que pendant sa petite enfance, j'ai donc publié un conte de Noël dans le journal Le Droit, d'Ottawa, en collaboration avec d'autres auteurs. C'était un projet très court, très petit, et le récit d'immigration dont je vous ai parlé au début de l'entretien. Et c'était aussi un projet très court. Donc, pour ça, on peut se prendre 10 minutes, voire 1 heure par jour ou quoi pour finir. Mais c'est vrai que les romans, c'est un peu plus difficile. Donc, je crois que bientôt, je vais pouvoir, peut-être qu'elle ira à la crèche, si elle sera acceptée. À ce moment-là, j'aurai un peu plus de temps pour faire tout ça. Voilà. Alors, avant qu'on termine cette entrevue, Lamara, je voulais te demander quels seraient, selon toi, les conseils que tu donnerais, parce que je sais que tu donnes des cours justement d'écriture, donc on en parlait à la librairie de Toronto, mais enfin la bibliothèque, parlons français, Oui. de Toronto du coup, mais quels seraient, toi, les conseils en tant que femme qui a écrit, qui est publiée, maman, qui a toutes ses cordes à ton arc, quels seraient les conseils que tu donnerais à une femme qui a plein d'idées en tête, plein d'histoires géniales, mais qui n'ose pas se lancer parce que, comme tu dis, c'est peut-être pas trop lucratif, qu'il faut payer les factures, que la réalité, l'économie, enfin, 1 milliard de raisons qui font que des fois, on doute et on n'a pas envie de se lancer dans le mur, entre guillemets. Oui. Alors, je pense qu'il faut se mettre à l'avant déjà, parce que les femmes ont tendance à s'oublier, donc de mettre tout le monde, tous les autres, la famille avant soi. Il faut vraiment mettre ses besoins aussi, disons, au même niveau, quoi, minimum, que ceux des autres. Donc ça, c'est très important, parce que beaucoup de femmes ne le font pas. Et c'est très triste, parce qu'elles se perdent dans ce rôle, ces différents rôles qu'elles adoptent.
Donc, il y a ça déjà. Il y a numéro 2, lire Une chambre à soi de Virginia Woolf, ça c'est sûr, parce que ça parle justement du fait de se prendre, enfin moi j'ajouterais de se prendre 10 minutes par jour pour se centrer, faire de la méditation où on revient à soi. Moi, j'aime beaucoup faire la méditation. Je prends 8 à 10 minutes maximum par jour, juste pour me retrouver dans le moment et pas être perdue dans le va-et-vient de la journée. Et aussi, si on a cette envie d'écrire et qu'on n'a pas le temps, on peut se prendre 10 minutes par jour. Je sais que ça a l'air incroyable, mais c'est vrai. Il suffit d'être dans un état d'esprit de concentration, de bloquer le monde autour de soi et de se prendre 10 à 15 minutes où on s'assied. On peut écouter de la musique si on veut. Et on se concentre sur ce qu'on a à dire. Et on se donne le temps. On se permet, en fait, comme femme, de se donner le temps. Parce que sinon, il y a ce côté, en anglais, on adore ce mot-là en ce moment, mom guilt, où on a disons, comment on dirait en français Culpabilité. Ouais. On se sent mal, en fait, de mettre nos propres besoins avant ceux des autres. Mais on peut le faire pour 10 à 15, à avoir 1 heure par jour, si on le veut. Et voilà, et je crois qu'avec ça, on peut débuter. On peut aller vers quelque chose, en se donnant le temps de faire ce qu'on veut. Et pour finir, du coup, cette entrevue, Lamara, est-ce que tu peux nous parler encore une fois de tes projets, de ce qui s'en vient pour toi pour cette année 2023 un petit peu, et où les gens peuvent aussi retrouver un petit peu tous tes ouvrages également. C'est important de le mentionner. Oui, donc, alors, je donne des ateliers d'écriture gratuits à la Toronto Public Library, donc la bibliothèque de Toronto. Il suffit de s'inscrire sur Internet, de chercher mon nom. Par contre, ça va être disponible le mois prochain. J'ai pas encore envoyé, ça n'a pas été finalisé, mais les cours vont commencer en avril. Ça va être en soirée, sûrement les mardis soirs. Je donne aussi des cours dans des écoles. Donc, le lycée français de Toronto, par exemple, me contacte chaque année pour donner des cours à leurs étudiants. Donc, je donne des petits cours de nouvelles, voilà, d'écriture d'histoires courtes. Quelques heures par semaine. Ensuite, j'ai un récit d'immigration qui va sortir dans un recueil qui s'intitule « Autour d'elle » aux éditions Terre d'accueil à la fin du mois. C'est des récits, d'après ce que j'ai entendu, déjà très intéressants d'autres femmes qui migrent au Canada. Donc, ça peut inspirer les autres aussi, d'autres femmes et des hommes. Et je travaille sur un roman d'adolescent en ce moment, qui a été un projet initié par ma maison d'édition. Mais c'est au tout début de la création, donc je ne peux pas trop en parler. Mais voilà, un roman d'adolescent va bientôt sortir. Et j'en ai d'autres sous le coude. Un roman autobiographique que j'ai terminé. Il faut que je le relise. J'ai beaucoup de coupures à faire. J'ai aussi une BD, une bande dessinée sur laquelle je travaille depuis longtemps. Mais tout ça, c'est sous le coude et ça a été un peu freiné par mon rôle de maman en ce moment. Eh bien, on a hâte alors de pouvoir lire et voir un petit peu tous ces projets. Je rappelle que si vous voulez prendre des cours d'écriture ou juste apprendre un petit peu d'autres choses, parce que c'est cool aussi d'apprendre d'autres trucs et ouvrir un peu son esprit sur des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir, et ça change aussi d'être tout le temps collé sur YouTube et sur les trucs sur Internet. Écrire avec un stylo, une feuille, c'est cool aussi. Donc, je vous invite les auditeurs de Chaque FM 105.1 à vous intéresser aux cours que donne Lamara à la Bibliothèque publique de Toronto. Merci encore beaucoup, Lamara Papitashvili, pour ce bel entretien. C'était un vrai plaisir d'en apprendre un peu plus sur toi et puis de t'avoir en notre compagnie pendant autant de temps aujourd'hui. Donc, un gros merci à toi. Et c'était Nathalie Salmeron dans Nos francophones ont du talent, un projet qui, je rappelle, est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Encore un grand merci, Lamara. Merci Nathalie. À bientôt.